Et vous avez un objectif en tête, diriger ce pays. On va en parler aussi, c'est votre premier livre et vous vous êtes fait prier pour le faire. Pourquoi ? Parce que j'étais pas sûr, à la fois que ça intéresserait, j'étais pas sûr d'avoir vraiment des choses passionnantes à raconter. Et c'est Catherine Ivaninchenko qui m'a convaincu. C'était, je crois, voilà. C'est une journaliste ? Oui, voilà à peu près 1 an et demi avec Thierry Billard, l'éditeur. Vos collègues, ils ne se privent pas pour écrire des livres. Hein. Oui, je sais, mais la question c'est, est-ce que mon parcours, qui est un parcours, somme toute, de quelqu'un qui n'a pas les parcours habituels de la politique, je n'ai pas fait les grandes écoles, je n'ai pas fait d'école parisienne, je n'ai pas non plus occupé des fonctions régaliennes Justement, importantes. du coup, vous avez une histoire. Oui, d'accord, mais j'étais persuadé que ce n'était pas cela. Ce n'était pas cela qui pouvait intéresser. Et elle m'a convaincu. Elle m'a poussé dans mes retranchements. C'est pas un livre d'entretien, c'est pas des questions-réponses. Et au final, je crois que ça m'a fait aussi le plus grand bien de l'écrire parce que j'ai plus de facilité à l'oral que pour écrire. Et du coup, est-ce que ceci m'a permis de m'améliorer ? Oui, certainement. Certainement aussi. Et puis, encore écrire un livre qui s'appelle Rien n'est jamais écrit, mais l'écrire quand même, c'est pas un peu étrange ? On s'est fait la remarque qu'au final, c'était pas une belle pirouette, mais ça racontait bien les choses. Parce que rien n'a jamais été écrit pour moi. Déjà que je sois là, que je vienne au monde. Parce que mes parents, quand ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre... Ils sont très jeunes. Ils sont très jeunes. À l'époque, la majorité est à 21 ans et ils n'ont pas 18 ans. Ils vous ont à 17 ans, je crois. Oui, ils m'ont à 17 ans et à l'époque, c'est la fierté de mon père qu'il a obtenu une dispense à l'époque de Georges Pompidou pour pouvoir justement se marier. Et puis, à l'époque, la pression sociale, la pression familiale fait que, normalement, s'ils n'avaient pas eu le courage de dire non, c'est certainement une faiseuse d'ange qui serait intervenue. Ensuite, il n'était pas du tout écrit qu'un jour je fasse de la politique. Il n'était pas écrit que je devienne député. Mon ambition était d'être maire. Il n'était pas écrit que je devienne un jour ministre. Et puis aussi que, d'une certaine façon, je dirige cette grande région qui est la région des Hauts-de-France et que je me prépare à l'élection présidentielle. Rien n'a jamais été écrit. Dans le livre, tout un chapitre sur Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, comme je l'ai vu, c'est vous qui le dites, ce matin, la France a vu sa voiture s'engouffrer dans la prison de la Santé. On en a parlé tout à l'heure. Je vous propose de parler de Nicolas Sarkozy tout à l'heure. Mais juste un mot, juste un seul mot pour qualifier cette journée, Xavier Bertrand. Et après, on en parlera tout à l'heure. Énormément d'émotions. J'ai vu ces images, énormément d'émotions. Parce que ce que je retiens principalement, c'est lui, c'est son épouse et puis c'est sa famille. C'est ça que je retiens plus que tout. L'émotion. Oui, beaucoup. Vous aimez être connu ? Connu ? Non. Non, mais quand non. on voit le rapport avec l'image que vous avez, ce que raconte Paul, effectivement, on vous voit... Non, ce qui se passe également, c'est qu'il y a eu différentes époques. La vérité, c'est que j'ai souvent eu, à des moments donnés, le sentiment que je n'étais pas à ma place. Je deviens ministre moins de 2 ans après avoir été député, et mon objectif premier n'était pas d'être député. Ma passion, c'était de devenir maire de Saint-Quentin. Et pendant toutes ces années où je suis au gouvernement, sur la scène politique nationale, je ne fais pas partie de ces élites qui me le font sentir, mais je veux m'en faire accepter. Et là, j'enfile un costume qui n'est pas le mien. Conseiller en communication, même j'ai affaire à une époque à une relookeuse. Il me dit, le marron, vous irez vraiment très très bien. Je vais acheter des costumes marrons, les enfants, tout ça me disent, t'es sûr que ça te va bien ? Oui, il paraît que c'est bien. Et puis au final, tout ça, c'était plus moi. Et je sentais bien que les gens, il y avait quelque chose qui accrochait pas. Et en 2012, je suis réélu de justesse parce que les gens à Saint-Quentin me sauvent, me gardent leur confiance. Et là, je me dis, on va arrêter toutes ces clowneries, tout ça. Je serai moi-même, ça plaira ou ça plaira pas. Et ce moment de 2015 où je gagne les régionales alors que tout le monde me disait que c'était ingagnable, que c'était impossible de l'emporter, j'ai ce sentiment, c'est mon discours du deuxième tour, je le dis dans le livre, d'être à nouveau moi-même. Et je ne referai plus ces erreurs-là. On va regarder un livre qui a compté pour vous. C'est celui-ci, le livre Oui. Poche des Dents de la Mer. À l'époque, il n'était pas en poche. Il n'existait pas en poche ? Non, pas encore. Parce Là, il existe en poche. Ouais. Le monde des requins vous intéressait déjà quand vous étiez enfant ? Mais pas seulement pour la politique aussi. Pourquoi alors ? Pas seulement. Juste C'est un pour truc qui m'a toujours passionné. océans. Et pour ne rien vous cacher, je suis pas trop du genre à être inquiet par nature, mais chaque fois que je me baigne dans la mer, je continue à y penser. J'ai une passion pour les requins. Et en Je trouve ça politique, superbe. Je trouve ça superbe. Ça m'a certainement c'est qui formé. le plus gros des requins ? Oui, beaucoup. J'en parle d'ailleurs dans le livre d'un certain nombre Est-ce que d'entre c'est eux, lui ceux pour qui j'ai pas forcément de l'affection. Non, je suis pas sûr qu'il soit si dangereux que ça.
Pas si dangereux que ça, politiquement, au niveau de ses idées, ça va être à voir. Ça va être à voir. Ça, c'était méchant. Non, mais je dis les choses comme je les pense. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. On n'est pas copains, on ne part pas en vacances ensemble et ça ne risque pas d'arriver. Mais alors, qui est le plus gros requin, alors? Je ne sais pas. Si les gens véritablement dangereux... Vous, peut-être aussi, hein, vous en êtes un. Les gens véritablement dangereux, LFI et le Rassemblement national, sont ceux qui sont vraiment dangereux. Vous en êtes un, Après, ce requin. Pourquoi J'imagine. Il faut savoir dire les choses, oui. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est terminé l'époque où il fallait arrondir les angles. Je ne suis pas non plus, vous voyez, quelqu'un qui est le bruit et la fureur comme l'époque semble revendiquer. Moi, je suis quelqu'un, c'est vrai, maintenant qui a de l'expérience, je suis sérieux. J'ai aussi, quand j'ai des choses à dire, je n'hésite pas à les dire, très clairement. Mais peut-être que dans cette époque où il faut diviser, cliver et autres, je ne suis peut-être pas le genre de beauté. Mais en tout cas, je suis là, j'avance. Et je avec un credo, par mes convictions. Avec un credo qui est ni LFI ni RN. Exactement. Mais ça, c'est qui je suis. C'est la droite à laquelle je crois, une droite de rassemblement. Mais pour moi, et c'est ce que j'explique bien, parce que c'est l'histoire de ma famille. Elle existe encore, cette droite de rassemblement? Bien sûr, je suis là. D'accord. Elle penche vers le RN, quand même. Non, oui, vous avez lu le Figaro hier? Certainement pas. Pas vous, certainement mais... pas. Est-ce que vous avez lu le Figaro, Xavier ça. Bertrand? Vous avez lu le Figaro d'hier? Non, j'ai pas lu le Figaro. Vous êtes plus de droite alors. Hein. Non, je sais, ouais, mais. Ah là, vous vous allez lisez pas le arriver, Figaro. hein. Écoutez, Non, je ne veux pas vous croire que vous n'ayez pas lu cet article. Non, je ne l'ai pas lu. Je pense que j'ai pas besoin de lire pour savoir ce que certains ont en tête. Je vais m'y attarder un court instant. Là, ce sont les électeurs. Ce sont vos électeurs qui parlent. Hein. Vous voulez pas que je vous dise mes préférences? Non, mais si, mais je vous dis de ce qui se passe au Figaro. Ce papier, il est intéressant. Ce sont vos électeurs. Alors, je vais y venir. La France est à droite. Unis, nous nous assurerions une victoire. Ces électeurs LR tentés par l'union des droites avec le RN. Jamais en ce qui me concerne. Et je combattrai cela. Et je le dirai, demain, nous avons un bureau politique. Je le dirai. La semaine dernière, nous a montré qu'il y a un certain nombre de dirigeants des Républicains qui semblent aujourd'hui préférer voter pour le Rassemblement national. Si, en leur âme et conscience, ils viennent au bureau politique en pensant non pas LR mais RN, mais qu'ils y aillent au Rassemblement national, qu'ils y aillent. Si leur ambition, c'est justement de monter sur le porte-bagages de l'extrême droite, qu'ils n'hésitent pas à le faire. Au moins, les choses sont clarifiées. Bruno Retailleau a cette ambition-là, d'après vous ? Il aurait dû être plus clair dans l'élection législative qui a eu lieu dans le Tarn-et-Garonne. Moi, j'aimerais mieux que l'on dise pas une voix pour le Rassemblement national et pas une voix pour LFI. Mais ça, vous voyez, c'est pas comme ça que vous réussissez à convaincre les gens. Vous réussissez à les convaincre pour le projet que vous portez. C'est ce que je fais dans ma région et c'est comme ça que je me prépare pour cette élection présidentielle. Je crois au rassemblement. On est à une époque où tout le monde divise, tout le monde clive. On cherche à opposer les Français entre eux. Mais bon sang, c'est pas ça l'histoire de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle ce que j'ai fait, notamment dans la région des Hauts-de-France, je pense que c'est possible de le faire au niveau national. Et ça veut dire refuser les deux extrêmes. Vous pensez que votre droite a de l'avenir, notamment pour 2027, où la voie est trop étroite? Non, j'en suis convaincu. Mais ce n'est pas seulement une question de droite. C'est qu'il faut que vous soyez capable de rassembler. Il faut que vous soyez capable de dépasser ce qu'est seulement un parti politique. Aujourd'hui, on a besoin de cette clarification chez les Républicains. Et je vous dis, si certains rêvent d'envie de rentrer dans un gouvernement dirigé par le Rassemblement national, qu'ils y aillent. Moi, je combattrai ça de toutes mes forces. Mais vous rassemblez de quel côté jusqu'à mon dernier souffle. Ce que j'explique dedans, c'est pas depuis 2015 seulement. C'est depuis 1998, la première fois où j'ai été candidat, j'ai une pression chantage du Rassemblement national. Mais moi, vous voyez, je fais de la politique pour essayer d'apporter des solutions aux problèmes des Français. Eux, LFI, le Rassemblement national, ont besoin de problèmes pour exister. Moi, je cherche à apporter des réponses. Et je ne fais pas partie de ceux qui disent « Oui, mais avec le Rassemblement national, les seules différences, elles sont économiques. » Ah oui? Et en matière de culture, alors qu'ils veulent de la censure à tous les étages, moi, je me bats pour la culture dans ma région comme au niveau national. Eux, c'est le contraire. Et puis, encore une fois, en politique, vous ne désignez pas des boucs émissaires. Pour LFI, c'est les riches le problème de tout. Et pour le Rassemblement national, c'est quand même les immigrés, quand ils ne font pas la confusion entre les musulmans et les islamistes. Et moi qui cherche à rassembler, vous comprenez pourquoi mon ADN est à l'opposé de ce qu'ils sont. Et je continuerai comme ça jusqu'au bout. Peut-être que ça ne m'amènera nulle part, mais je resterai clair avec mes convictions. Et à l'opposé de beaucoup de LR aussi. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui pensent comme moi. Et je ne suis pas le seul à porter ces idées. On revient au livre. 9 juin 2024, badaboum. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Donc ça, j'en ai voulu ce soir-là. Ah ouais. Alors, vous hésitez à redevenir député. Voulu. Ah oui. Vous appelez Darmanin. Oui. Parce que très franchement, je me dis, mais le Rassemblement national vient de gagner les européennes.
Et là, on dit, mais dans un mois, bon, on a la fièvre, on va reprendre la température. Mais on savait pertinemment quelle serait la température. Et je me dis, on va donner les clés de Matignon, du pouvoir, au Rassemblement national comme ça. Et pour moi, c'est quelque chose d'inacceptable. Donc je ne sais pas quels sont les mauvais génies, les abrutis finis qui lui ont conseillé cela, mais justement, de reprendre cette idée, c'était insensé. Et donc du coup, vous appelez Darmanin. C'est pas un jeu, la politique. Hein. Vous appelez Darmanin. Non, c'est lui qui m'appelle le lendemain matin. C'est lui qui vous appelle. Il est sûr que la gauche va se déchirer et que la Macronie va battre le RN. Quelques jours plus tard, le chef de votre parti, Éric Ciotti, déclare sa flamme au parti d'extrême droite. Et quelques jours plus tard, Emmanuel Macron vous reçoit à l'Élysée. Vous entrez par la grille du coq. C'est l'entrée discrète, vous coupez votre téléphone pour ne pas être localisé par vos enfants. Macron vous tutoie, vous le voyez, ça dure 1h30. Il en ressort quoi? Ben, il en ressort pas grand-chose. Je lui explique, moi, ce qu'il faudrait faire pour sortir le pays de l'ornière. Une forme de cohabitation et une politique radicalement différente. Très différente. En matière de sécurité, de maîtrise de l'immigration. Vous savez, je ne suis pas un énervé, mais je sais pertinemment qu'on ne peut pas continuer à voir la violence croître dans notre pays. Il y a des mesures très simples, très claires à prendre sur la fin de l'impunité. Deuxièmement, il n'écoute jamais Emmanuel Macron. Il n'écoute jamais les visiteurs du soir. Bah là, c'était la journée. C'est vrai la que journée. c'était le soir. Bah, attendez, parce qu'il y a eu une suite. Deuxième aspect, je lui explique, à mon avis, ce qu'il faut faire pour que les classes moyennes, c'est mon credo, puissent justement avoir à nouveau des perspectives d'avenir. Pas seulement survivre, mais savoir que leurs enfants ne vivront pas moins bien qu'eux. Et puis, je suis ainsi fait. Je lui explique aussi la place qu'on doit retrouver pour les services publics, la santé, l'école, le logement. Tous ces sujets-là, je lui explique une politique qui est très différente de celle qui a été menée depuis 8 ans. On se quitte comme ça, et puis il n'y a pas de suite pendant des semaines et des semaines. C'est lui qui est demandeur pour me voir. C'est lui qui est demandeur, qui passe d'ailleurs par Gérald Darmanin. Je l'explique en détail dans le livre. Il vous promet quelque chose ou pas alors de ce premier rendez-vous? Absolument. Vous repartez, vous avez discuté avec le président. Et mon épouse me dit, parce qu'elle est quasiment la seule dans la confidence, elle me dit, et alors? Je dis, et alors, j'en sais rien. Alors que tout le monde dit que vous allez aller à Matignon. Non, parce qu'on est pendant l'été, on s'aperçoit que le président veut gagner du temps, qu'il y a les Jeux Olympiques, et j'ai pas du tout de nouvelles. Et là, plutôt que de me mettre, comme on dit, la rate au courbouillon, de rester près de mon téléphone, voir s'il va sonner, de demander, est-ce que vous l'avez vu, qu'est-ce qu'il dit? Vous auriez vraiment voulu être à Matignon. Ah non, mais pour mener une politique différente. Et donc, je me mets à travailler comme si je pouvais être renommé. Et donc, je me prépare des mesures, notamment qu'est-ce qui en un mois peut être dit, décidé, qu'est-ce qui en 3 mois peut bouger, qu'est-ce qui en 6 mois peut changer. J'avais vraiment cette idée. Il y avait à la fois des textes de loi, il y avait aussi des décrets qui permettaient d'aller vite. Et j'avais vu comment on pouvait vraiment redonner confiance, que les gens se disent la politique sert à quelque chose. Je n'ai pas du tout de nouvelles pendant des semaines et des semaines, voilà, quelques rumeurs et autres. Et j'aurai l'occasion de revoir le président, c'est dans la région, oui. au Touquet, oui. au Touquet, où là c'est pareil, on va un peu plus loin, je lui réexplique mes idées, il écoute. Quand je sors de là, c'est pareil, mon épouse me dit alors, il n'a pas pris d'engagement, je le verrai une 3e fois et je le verrai ensuite une 4e fois, et là je comprends que ce ne sera pas moi. Pourquoi? La crainte du Front National. Marine Le Pen Madame s'y Le oppose. Pen a dit, si c'est Bertrand... Et est-ce que vous avez la preuve de ça? Ah oui, ça m'a été dit, m'a été clairement indiqué, puis elle-même l'a dit publiquement. Est-ce que Emmanuel Macron est clair avec vous quand il vous dit c'est pas toi qui auras le poste, puisqu'il vous tutoie? Seulement le lendemain, le jeudi, puisque je dis quelles que soient vos décisions, mais j'ai compris, si vous pouvez me le dire, j'en serais reconnaissant. Il m'appelle le jeudi matin en me disant c'est pas moi, je dis ce sera Barnier, il me dit oui. Je dis vous avez conscience que de toute façon Marine Le Pen, très clairement, elle censurera Michel Barnier, comme elle a dit pour moi. Il dit oui, mais la crainte qu'il y avait, c'était que je sois censuré tout de suite. Mais la vraie question, pourquoi Marine Le Pen veut me censurer à l'époque? Pourquoi? Ce n'est pas un problème de rancœur personnelle. C'est qu'elle n'a certainement elle vous aime pas. Elle vous aime c'est pas. pas le sujet. Ah. C'est qu'elle n'a pas envie qu'à la tête du gouvernement, je fasse ce que je fais dans la région, c'est-à-dire que par mon action, j'ai fait reculer le Front National. Entre 2 élections, vous dites toujours le Front National? Oui, c'est pareil. Vous savez, ils peuvent changer le nom, ils peuvent changer l'enseigne, c'est exactement les mêmes. Ils peuvent mettre une costard-cravate, ça ne change rien. C'est qu'entre 2015 et 2021, les 2 mêmes élections régionales, je fais reculer le Rassemblement national de 16%. Je ne suis pas un magicien, les gens ne sont pas amoureux de moi, mais je me bats pour eux. Et elle n'a certainement pas envie qu'à la tête du gouvernement ou qu'à la tête de l'État, je puisse avoir une politique qui redonne confiance. Ça, elle ne veut pas. Et elle ne peut pas se le permettre. Xavier Bertrand, est-ce que c'est un innocent qu'on a enfermé? Ce que je souhaite, c'est que très vite,
sa demande de mise en liberté, celle qui est formulée par ses avocats, soit étudiée, mais ce n'est pas à moi d'en décider. Et je souhaite aussi qu'en appel, tous les arguments qu'il a soulevés soient à nouveau entendus. C'est ce que je souhaite. Les propos de Gérald Darmanin vous ont choqué? Je vais vous dire une chose, sur le président de la République. Non, je parle de Gérald Darmanin. Sur Gérald Darmanin. Est-ce que ça vous a choqué, le ministre de la Justice? Et les autres? Oui, j'ai un avis personnel sur tout ça. Allez-y. J'ai un avis personnel, mais il ne va pas venir alimenter le débat public. Et je vais pas faire. Vous ne voulez pas l'exprimer, c'est ça que je ne vais pas faire non plus beaucoup de commentaires. Je tiens à une chose, c'est qu'il y a la justice qui maintenant va suivre son cours. Et ce que je souhaite également, c'est qu'on fasse bien attention à bien respecter l'ensemble des décisions qui sont prises. La décision concernant Nicolas Sarkozy n'est aujourd'hui pas définitive. Et je le dis aussi, je l'ai toujours dit, les décisions de justice, elles doivent être respectées, même si, bien évidemment, compte tenu de ce que j'ai vécu avec Nicolas Sarkozy, ce soir, je pense avant tout à lui et à sa famille. Il vous semble que Gérald Darmanin n'a pas respecté la décision de justice en parlant comme il a parlé, c'est ça que mon avis Je suis obligé de décrypter parce que je pensais que, après avoir fait le livre, vous vouliez vous exprimer plus franchement, mais là vous tournez un peu autour du pot. Vous n'avez pas aimé ce qu'a dit Gérald Darmanin? Non, c'est pas ça, Jean-Michel Apathy. C'est que sur un sujet comme celui-ci, et ça ne va pas plaire à certains, la décision de justice, elle est là, elle n'est pas définitive, j'attends effectivement l'appel. Pour le reste, bien évidemment, je ne ferai pas plus de commentaires. Voilà. Et je ne l'ai pas fait non plus sur les autres dossiers. Les magistrats utilisent les lois qui ont été votées par le législateur. Mais aujourd'hui, je vois tous les débats, je sais une chose, c'est que je ne participe jamais à la remise en cause de cette institution qu'est la justice. Je l'ai dit en différentes occasions et je ne m'écarterai jamais de cela. Voilà. Maintenant, c'est vrai que par rapport à tout cela, depuis le 25 septembre, la décision, j'y pense tous les jours. J'y pense tous les jours. Et j'ai eu l'occasion de lui dire, voilà, quelques jours, au téléphone, et exactement mon sentiment, et ça restera entre lui et moi. On reste sur le livre, on change d'ambiance. Avant de se quitter, je vous laisse une minute entre les mains de Maya Mazorette. Oui, alors moi je suis là aujourd'hui pour faire la promotion d'une émission qui sera tout à l'heure sur le YouTube de Quotidien, qui s'appelle Queen Size et qui parle d'amour, de séduction, de sexualité. Et en lisant votre livre, je me suis aperçue que vous vous intéressiez vachement à ces sujets et que vous feriez un super candidat pour Queen Size. Donc j'ai préparé... c'est un peu trop... J'étais pas venu en me disant ça ce soir, mais... C'est un champion, c'est lui qui remporte la couronne, j'en suis sûre, parce que j'ai préparé un mini-quiz basé sur le livre. Alors attention, page 14, vous déplorez le manque d'éducation sexuelle à l'époque où vous avez été conçu. Mais aujourd'hui, est-ce que vous savez combien d'élèves bénéficient du programme complet d'éducation à la sexualité? Non, je suis incapable de vous dire. Alors on est en dessous de 15%. Si je peux me permettre, à l'époque, ce n'était pas un problème d'éducation sexuelle, c'est que la méthode qu'on appelait la méthode Ogino, elle n'était pas très très fiable parce que bien évidemment on ne parlait pas de la contraception. C'était ça, c'est pas l'éducation sexuelle à l'époque. Tout à fait. C'était la fiabilité. En tout cas, la réponse sur l'éducation sexuelle actuelle des petits Français, c'est 15%. Oui, moins de 15%, selon les chiffres du gouvernement. Ouais. Page 33, vous dites que votre atout séduction à l'adolescence, c'était l'humour. Mais est-ce que vous savez à quel point l'humour permet effectivement de draguer, selon la science? C'est quoi, c'est un pourcentage qu'il faut trouver? C'est un grosso modo. C'est un grosso modo, je ne sais pas, 60%? Alors en fait, ça ne rentre pas dans les catégories qui sont principalement recherchées par les femmes, mais par contre, si une femme rigole pendant un date, eh ben, c'est la preuve qu'elle est vraiment intéressée par vous. Oui, mais donc si vous les faisiez je peux rire... me permettre, avec mon physique, il valait mieux que je joue l'humour quand même. Ça, c'est vous qui le dites, pas moi. Mais on a un sourire qui acquiesçait quand même. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Poker face, non, c'est pas trop votre... Non, tout va bien. Troisième question. Page 40, vous parlez de votre premier amour, vous étiez alors au lycée. Est-ce que vous savez à quel âge, d'habitude, on vit son premier amour? C'est le premier baiser? Premier amour. Premier amour? Premier gros crush. C'est de plus en plus tard. C'est entre 15 et 18 ans, donc exactement à l'âge que vous aviez, vous êtes vraiment le français typique de ce côté-là. Ah, vous voyez, quand je vous disais... Hein. Voilà. Bon, je vous invite dans le prochain épisode en tout cas. Voilà. Oh, d'accord. Maya, je te laisse filer sur le plateau de Queen Size. À tout à l'heure, Maya. Merci Xavier. Allez-y, vous vouliez dire quelque chose à Maya, c'est ça? Non, c'est pour savoir. Je me présente ou je me présente pas alors? Ah mais bien sûr, alors je prends vos coordonnées tout à l'heure, je lance l'invitation et on se retrouve sur le YouTube de Quotidien. Après, on va vous laisser tous les deux là. Merci Xavier Bertrand d'être venu sur le plateau de Quotidien. Rien n'est jamais écrit sort dans 2 jours dans toutes les librairies et c'est... c'est chez Robert Laffont. Exactement. Vous ne l'avez pas. Merci Xavier Bertrand, au revoir.